Bonjour à tous de la part de Hachette Français Langue étrangère et la Scuola Editrice. Bonjour à tous les participants et à toutes les participantes. Merci d'être avec nous cet après-midi. Euh, Nous avons avec nous tout d'abord Stefania Zuppelli, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui assure le bon déroulé du webinaire d'un point de vue technique. Merci beaucoup Stefania d'être avec nous. Ensuite, à l'écran, d'abord à côté de moi, Amandine Barthès, qui est déléguée pédagogique de Hachette Français Langue étrangère pour l'Italie. Donc, je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà pour l'avoir vue, parce qu'elle se déplace beaucoup sur toute la péninsule pour rencontrer les enseignantes et les enseignants dans les établissements scolaires d'Italie. Je confirme. Bonsoir à tous et à toutes. Et nous avons avec nous, bien sûr, notre intervenante principale qui est Anne-Marie Diogo, qui est formatrice d'examinateurs et de correcteurs DELF-DALF, habilitée par France Éducation Internationale, référente DELF-DALF pour l'Institut français de Florence pendant de nombreuses années, collaboratrice de Hachette FLE quand cela sert, et autrice aussi de manuels, car elle a écrit pour nous une partie très importante d'un volume qui est apparu juste cette année, qui s'intitule Mon Pass Culture pour la secondaria di primo grado. Donc, merci Anne-Marie d'être avec nous. Mais avant de te donner la parole et de te laisser dire bonjour et et présenter ton discours, je voudrais laisser 3 minutes l'antenne à Iman Etoubaji, qui nous parle depuis Paris et qui est responsable pédagogique et commercial pour Hachette Français Langue étrangère, pour l'Italie, pour l'Europe du Sud, pour l'Europe de l'Est également, l'Afrique, le continent africain et le Moyen-Orient. Voilà, merci Iman d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et, De rien, c'est un plaisir. si tu es d'accord, je te laisse 2 minutes juste pour expliquer qui on est, qui est Hachette Français Langue étrangère. Bien sûr, Et voilà, merci très bien. Iman. Moi, je t'en prie, Nicolas. Mais avant toute chose, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour ce webinaire. Un mot rapide sur Hachette FLE que vous devez connaître certainement. Donc, nous sommes le premier éditeur de français langue étrangère. Donc, nous avons pour vocation d'éditer des méthodes, du matériel pédagogique spécifique à l'enseignement du français aux non-francophones. Donc, on a des méthodes généralistes, on a des ouvrages de grammaire, de lecture, de divers exercices, etc. Nous sommes devenus une référence pour l'enseignement avec des méthodes que vous devez connaître très certainement. Je vais en citer quelques-unes comme ça, Cosmopolite, Alter Ego Plus, plus récemment mon Alter Ego, pour les adolescents, Adomania, Dosphère, les loustiques, les petits loustiques, Oura, pour le domaine professionnel, Objectif Express, que vous connaissez bien, j'imagine, Objectif Diplomatie aussi. Nous avons des périphériques comme les lectures en français facile, qui sont soit des adaptations de classiques de la littérature française adaptées au niveau des apprenants, ou des créations, des fictions, donc qui s'adressent au jeune public, aux enfants comme aux adolescents, et là encore, en fonction des niveaux. Et puis évidemment, les collections d'ELF qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Un mot rapide pour vous dire que toutes nos collections sont désormais pensées en multi-support, c'est-à-dire qu'il y a la version papier et puis le support numérique pour tous nos titres. Dernière chose, c'est que nous travaillons avec beaucoup de partenaires à travers le monde, dont des éditeurs comme la Scuola, notamment pour l'Italie, avec lesquels nous sommes heureux de collaborer et que je remercie pour la coordination et la préparation de ce webinaire. Voilà pour moi, je vous souhaite un excellent webinaire et puis je vous dis à bientôt. Merci Iman. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, juste 3 informations techniques. La première, c'est que nous allons avoir
des interactions à travers Mentimeter. Vous voyez déjà à l'écran un QR code dans l'angle en haut à droite de votre écran et vous pouvez déjà le flasher d'ores et déjà pour rentrer dans l'écran d'interaction avec nous. Nous allons vous poser des questions pour vous connaître et puis pour vous proposer aussi de participer avec quelques suggestions de votre part. Donc, nous utiliserons Mentimeter. Vous pouvez le flasher le QR code avec votre téléphone ou bien taper l'adresse qui est écrite tout en haut de l'écran avec le code qui est à côté. Voilà. Ensuite, ce webinaire est enregistré. Alors, tous les participants et en général, tous ceux et celles qui se sont inscrits à ce webinaire recevront automatiquement le lien au replay. Donc, vous pouvez revoir le webinaire dans 2 jours ouvrables. Vous recevrez cet email. Ensuite, dernier point très important, ce webinaire est doté d'une attestation de participation parce que l'éditeur La Scuola est un formateur agréé pour l'école italienne et donc c'est pour cela que vous recevrez également une attestation de participation. Voilà. Alors, à présent, Anne-Marie, si tu es d'accord. Oui. Bonjour à tous, à toutes et à tous d'abord. Et je suis très heureuse et merci de cette invitation, très heureuse de reprendre contact avec le monde de l'école, des écoles. Voilà, et si tu es d'accord, on peut passer à notre petit sondage. Oui. C'est bon pour toi? Alors, Oui. j'invite tous les participants à flasher le code avec leur téléphone et ou à taper le code que vous voyez à l'écran. Je vais d'ailleurs le faire moi-même pour contrôler le bon fonctionnement de tout cela. Voilà, j'accède à la page de Mentimeter automatiquement et voilà. Donc, merci. Merci à ceux d'entre vous qui ont déjà appuyé sur le bouton pouce en haut. Cela nous permet de savoir que vous êtes bien là. Merci, merci à tous. Super, c'est vraiment très gentil. Alors, première question pour vous. Ben, ça, c'est juste pour connaître notre public. Vous enseignez en scuola secondaria di primo grado ou bien en scuola secondaria di secondo grado? Voilà, alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons du niveau A1, donc c'était un peu, on s'y attendait un peu, voilà. Merci. Donc nous sommes surtout des enseignants de Scuola Media, primo grado. Merci. C'est bon, je crois qu'on a une bonne vue sur notre public. Donc, je vais passer à la question suivante. Je vois que quelqu'un est encore en train de voter. Merci. Alors, question suivante. Hop. Alors, pour préparer mes élèves au DELF, alors vous avez 3 options. Vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois. J'ai des heures supplémentaires, par exemple des cours l'après-midi, corsi pomeridiani, ou bien je consacre quelques leçons lors de mes propres heures de cours. Donc, à l'intérieur des horaires des cours normaux, je consacre quelques leçons à la préparation du DELF. Ou troisième option, je donne quelques conseils à ceux qui se préparent tout seuls. Là aussi, vous pouvez choisir plusieurs options, mais je vous invite à cliquer sur celle qui correspond le mieux à ce que vous faites le plus souvent. Voilà. Inutile d'aller dans le détail parce que voilà. Donc, en général, nous avons une bonne moitié, un peu plus de participants, Anne-Marie, qui disposent d'heures supplémentaires pour la préparation au DELF. Donc, ce qui est déjà une très bonne chose. Oui, c'est bien, mais ça veut dire aussi que vous... pardon, vas-y. Je voulais dire que dans l'établissement, il y a un engagement des enseignants, de l'organisation, des dirigeants, etc., pour préparer tout ça. Exactement, c'est ça. Voilà, donc bravo à vous tous, parce que nous savons que c'est pas facile du tout. Oui. Et, sensibiliser l'institution, c'est toujours un peu disons la grande question en fait.
toujours. Oui, mais nous savons que nos enseignants font nos enseignants, je veux dire, les enseignants de français font un travail extraordinaire de sensibilisation, de promotion, etc. Et nous sommes avec vous, évidemment. Et ensuite, question suivante. Pour préparer mes élèves au DELF, j'utilise alors un manuel de préparation au DELF, les pages DELF contenues dans le manuel de classe, c'est-à-dire le cours, la méthode a souvent des pages DELF, des supports collectés sur des sites internet divers, ou alors des supports, la dernière option, mise à disposition par France Éducation Internationale. Donc des supports que vous prenez du site FEI, où en effet on dispose également de contenu. Et là, Anne-Marie, il me semble que la situation est assez nette, mais moins partagée qu'auparavant. Oui, voilà. Moi, quand Donc, même oui. que le recours à Internet est quand même assez important. Hein. Oui. Passer par les épreuves, enfin les supports qui sont sur les sites Internet. Bon, après, il faut savoir sur quel site, mais bon, c'est vrai que maintenant, on trouve beaucoup d'informations hein, sur différents sites, sur YouTube, etc. Donc, c'est vrai qu'il ne manque pas sur le site de ressources. D'ailleurs. Pardon? Sur le site de Hachette Fleu également. Oui, exactement. On a de bonnes ressources. Ensuite, je vais passer à la question suivante, et c'est l'avant-dernière question. Alors, encore une question à choix multiple. Combien d'heures je consacre à cette préparation au DELF? Donc, moins de 5 heures, entre 5 et 10 heures par préparation, donc normalement par an, on va dire. Moins de 5 heures, c'est correct, Anne-Marie, c'est par an, en fait, parce qu'on prépare un examen oui, par an. Enfin, par semestre. Disons que c'est par semestre, c'est selon la session auquel on inscrit les élèves, en fait. Hein, mais bon. Donc, oui, donc c'est par session, par examen. Moins de Oui, 5 voilà. heures, entre 10 et 15, plus de 15 heures. Plus de 15 heures. Tiens, là. C'est surprenant, enfin, c'est assez surprenant, je trouve, parce que en général, on est entre 10 et 15. 10, disons, on tourne autour de 10 en général, les cours de préparation qui sont dans les écoles, mais bon, tant mieux, hein, s'il y a plus d'heures, c'est d'autant plus utile pour les élèves. Oui, si on croise cette information avec celle de tout à l'heure sur le fait qu'il y a un bon nombre de cours extrascolaires, Exact. Ça fait de plus de 15 heures, c'est bravo, hein, c'est vraiment un travail. Oui, on est là on travaille dans des bonnes conditions pour préparer les élèves, en fait. Mais vraiment dans des conditions, je dirais, presque optimales. Hein. On a le temps vraiment de faire le tour de toutes les questions qui peuvent se poser. Merci à vous tous. Et alors, la dernière diapo d'interaction, elle est un peu plus, elle vous demande de contribuer de façon plus explicite, car là, on vous demande d'écrire, d'expliciter quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez lorsque vous préparez vos élèves au DELF. Vous avez la possibilité d'écrire des petits messages qui vont apparaître à l'écran. Donc, je vous invite à y aller avec vos claviers. Je peux peut-être faire réapparaître le QR code pour celles et ceux qui n'auraient pas pu flasher le code tout à l'heure. Et voilà, merci à ceux qui sont déjà en train de pianoter. Alors, l'écoute, la production écrite et orale, donc c'est la production surtout, la production orale. C'est la production orale qui revient énormément. Hein. Ouais. Et l'écoute aussi, je vois. Mais c'est surtout la production orale, en fait. Production écrite, production orale, écoute, production et compréhension orale. Pas de difficulté. Bravo, super. Bravo, t'as mieux, c'est très bien. Il n'y a pas trop, puis il n'y a pas de difficulté aussi. Il y a les deux. Production. Pour moi, c'est la première fois. Bienvenue. La production orale. Difficile de faire parler et communiquer les élèves. Ah, ça, c'est un point auquel. Ça, c'est vraiment un défi simple. Mais il y a quelqu'un, je crois, un peu plus haut, qui a indiqué le nombre d'élèves
À l'hétérogénéité, oui, des Ouais, niveaux. il y a les niveaux, voilà, les niveaux différents des élèves. Donc ça, c'est bon. C'est vrai que c'est une vraie question. Prononciation, production, difficulté concernant les exercices de production écrite, la correction de la production écrite et de la production orale. Ah, ça, c'est intéressant. On essaiera de donner quelques réponses sur ça aussi. Difficulté de compréhension et orale et de production écrite, difficulté à l'oral, l'écoute. Donc après, la production orale, c'est celle que les élèves appréhendent le plus. Donc Mais même s'il y a des difficultés, ça s'explique, hein, parce que ce qui correspond à l'épreuve individuelle. Donc ils sont tout seuls devant un examinateur. Donc c'est évident que ça, c'est... Voilà, là aussi, ouais. Amandine, je crois que tu voulais dire ce que je voulais dire aussi. oui, je vois, les élèves trouvent beaucoup de difficultés dans la gestion du temps. Et bien sûr, après, dans la production orale, c'est de la gestion du temps. Voilà où Hachette peut venir en aide aux enseignants. La gestion du temps en phase de préparation ou en phase d'examen ensuite. Ça, si vous voulez pianoter, vous pouvez ajouter des réponses, madame ou monsieur qui avait écrit des difficultés dans la gestion du temps et ensuite dans la production orale et écrite. Oui, gestion du temps dans quel contexte? L'examen ou la préparation? Ça, c'est la préposition. C'est quelque chose qui revient parmi les examinateurs d'ELF ou parmi les alliances. Souvent, on entend ça, que les élèves ont du mal à savoir gérer le temps qu'ils ont à disposition. Donc ça, c'est très intéressant. Je vois qu'il y a une nouvelle réponse aussi de nouveau sur l'hétérogénéité des niveaux. Ah, la vitesse de l'interlocuteur aussi. Oui. Ah. C'est nouveau. L'interlocuteur, ça serait l'examinateur, j'imagine. Oui, je pense que oui. Je pense que normalement, les examinateurs sont formés à un débit lent et compréhensible pour un utilisateur de niveau 1, c'est-à-dire que l'examinateur, on travaille beaucoup avec l'examinateur justement pour adapter notre débit au niveau du candidat. Donc, c'est vrai, mais ça ne devrait pas être un problème. Après, pour ce qui est de la compréhension de l'oral, mais là pareil, je veux dire, les épreuves, les enregistrements sont faits de telle sorte que ce soit compréhensible. Hein. C'est bien dans les descripteurs, on le verra tout à l'heure, c'est bien dans les descripteurs, on parle de débit lent. Donc, ça ne devrait pas être en soi une difficulté parce que les supports sont en général adaptés à ce niveau-là. Voilà. On manque de lexique. Merci. Alors, merci à vous tous qui avez répondu. On va fermer arrêter cette partie d'interaction directe. Cependant, vous avez toujours à votre disposition un chat, c'est-à-dire dans l'interface du webinaire, vous avez une petite bulle genre les bulles de BD. Là, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez écrire et nous allons voir vos remarques, vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Si c'est possible, on vous répond, on interrompt Anne-Marie et on lui pose la question. Sinon, à la fin de son exposé, on reprend les questions et on y revient. Donc, n'hésitez pas à utiliser la petite bulle pour nous poser des questions. Et si jamais vous posez des questions qui n'ont pas de réponse tout de suite, on les dit aussi après le webinaire et on vous répond en individuel. Donc, n'hésitez pas même à poser des questions qui concernent les ouvrages et toutes les curiosités qui vous viennent. Oui, c'est vrai ce qu'il dit, c'est moi qui m'en occupe de répondre. Voilà. Alors, Stéphania, je te demande s'il te plaît de passer l'écran à Anne-Marie qui va prendre la parole suite à cet échange avec vous, participantes et participants. Je laisse l'écran à Anne-Marie. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, parfait. C'est bon? Tu peux y aller. Donc, bien. Alors, donc, c'est donc notre titre, les compétences au DELF niveau A1. Donc, je vais d'abord, dans une première partie, vous parler un peu des mots-clés du niveau A1 et ça va déjà donner quelques réponses une façon de répondre un peu à certaines difficultés qui ont été mentionnées dans la dernière question.
Et ensuite, vous présentez le format de l'examen et les nouveautés. Bon, en plus, depuis 2020, mais ce sont plus tellement des nouveautés, hein, mais bon, encore pour certains, ça reste des choses à découvrir. Dans une deuxième partie qui sera divisée en 4 parties, je présenterai en 4 sous-parties, je présenterai les 4 épreuves. Donc. Puis, en dernière partie, je présenterai les outils qui sont mis à disposition des examinateurs pour évaluer les candidats. Comme ça, vous comprendrez un petit peu comment on effectue l'évaluation, notamment des productions orales et des productions écrites. Et ensuite, quelques réflexions pour conclure sur tout ce qui a été dit. Oui, donc, Marie, oui. Je t'interromps juste parce que là où tu parles de grilles d'évaluation, à mon avis, ça peut aider les enseignants qui avaient des doutes sur la correction. Alors, ça va pas à corriger dans le travail de correction manuel. Mais par contre, ça va vous donner des pistes sur quels sont les aspects qui sont évalués au cours de... C'est important de savoir justement, de connaître un petit peu les critères qui sont appliqués au moment de l'évaluation, qui ne sont pas que des critères linguistiques. Ça, on en reviendra tout à l'heure justement. Donc, au niveau en ce qui concerne les mots-clés, oh pardon, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma présentation. Ah. Oui, elle a disparu en fait de notre écran. La voici. On la voit. Ben moi, je ne la vois plus. Le problème, c'est que moi, je ne la vois plus. Ah! Comment je fais? Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois cliquer? Elle est peut-être réduite dans un petit coin. Mais je ne sais pas comment réduire. Attends, voilà. Et j'ai perdu ma présentation, en fait. Alors là, on la voit en ce moment. Vous la voyez, vous? Non, on ne la voit plus. On te voit. Ah, ça y est, attends, ça me voilà, ça y est. Alors, vous la voyez, mais moi, je ne la vois pas. Et pourquoi? Je ne sais pas. Alors. Ah, c'est le... Je ne sais pas si Stéphane peut être de... Les aléas du direct. Oui. Non. Parce que je vois que le... Alors sinon, ce qu'on pourrait faire, Marie, si tu veux, je vais reprendre l'écran et pendant que tu règles ton problème, je vais passer à la partie que je pensais faire tout de suite après, oui. Qu'on peut faire tout de suite, c'est-à-dire, voilà. Donc Stéphanie, est-ce que tu peux me passer l'écran, s'il te plaît? Sì, volentieri. Volevo chiedere a Marie che cosa vede. Vedi la tua webcam? Vedo solo i partecipanti, insomma, Nicola, Amandine. Ok, allora facciamo come suggerisce Nicola. Un attimo solo, Voilà. Merci. Voilà. Ok. Voilà. Alors, je voulais juste, comme on va prendre des exemples qui sont tirés des livres, des manuels de préparation DELF de Hachette Fleu. Je voulais juste vous donner des points de repère pour savoir d'où arrivent les exemples et de quoi on parle quand on vous montre des extraits du livre. Alors, vous voyez là les couvertures de la collection. C'est une collection qui couvre les 4 niveaux. Nous allons parler du A1, mais les A2, B1 et B2 sont présents également pour le junior scolaire. Et c'est des ouvrages qui ont des personnages qui vous suivent tout au long de la préparation. C'est les super-héros du DELF. Les voici. Et je vais vous présenter la structure du livre en vous montrant la production écrite. Mais la structure vaut pour toutes les parties du livre car elles sont construites toutes de la même façon. Et vous le voyez ici, voilà le sommaire de l'ouvrage. Vous avez une partie de découverte de l'examen, du diplôme et des épreuves très en général, comment ça se passe quand on rentre, les épreuves collectives, l'épreuve individuelle, etc. Et ensuite, pour chacune des épreuves, il y a 3 parties dans lesquelles le contenu est structuré. Je découvre, je m'entraîne et je m'évalue. Donc, à chaque fois, une partie d'introduction nous permet de
de rentrer dans l'épreuve et de bien savoir comment ça se passe, c'est très très important parce que ça élimine tout le stress que un élève, un candidat peut avoir quand il arrive. S'il connaît exactement tout le déroulé de l'épreuve et les documents et comment ça se passe dans le détail, ensuite, il n'aura plus à se soucier de ça parce qu'il connaît déjà. Il pourra concentrer toute son attention sur le contenu de l'épreuve. Et c'est très, très important. Ça leur permet justement de ne pas stresser et de passer un examen de façon sereine en se concentrant sur l'essentiel. C'est pour ça que la partie découverte, on conseille de ne pas la sauter. Parce que et toujours avec des petits, vous voyez en bas à droite de la page, avec des petits conseils, notamment sur la gestion du temps. Ah, voilà, oui. Voilà, donc partout dans le livre, des conseils, des astuces à ce sujet-là, mais aussi sur d'autres aspects, sont distillés par nos auteurs. Oui, voilà. Sur l'organisation du temps, on a vraiment une proposition de segmentation très détaillée, de façon à pouvoir bien se préparer à toutes les phases de l'épreuve. Ensuite, la partie « Je m'entraîne », vous voyez dans le haut de l'écran, on voit « Production écrite, je m'entraîne ». Tout à l'heure, il y avait comme titre, je reviens en arrière, « Production écrite, je découvre ». Donc vous voyez, je découvre. Ensuite, il y a plusieurs pages, hein, j'ai sauté là. Je m'entraîne. Alors, c'est le A1, donc une des épreuves, c'est compléter un formulaire, la voici, entraînement. Et l'entraînement ne commence pas tout de suite avec une épreuve à dérouler, à faire, mais là aussi, un petit pas à la fois, on rentre dans l'épreuve, on fait chaque détail, chaque phase de l'épreuve, et puis après, on propose l'épreuve complète. Donc, c'est une approche inductive préconisée par nos auteurs, c'est-à-dire qu'on commence toujours par la description de l'exercice. Vous voyez en haut, partie A, compléter un formulaire. Donc déjà, une partie très rassurante, la description de l'exercice. Ensuite, on passe à la partie de compréhension du sujet, la partie d'analyse de la production écrite et parfois, s'il y a lieu, une partie de préparation du brouillon. Donc, c'est vraiment une structure pas à pas et de façon très inductive, de sorte que les élèves, que les candidats s'approprient au mieux l'épreuve et soient le plus serein possible face à ça. Voilà, très bien, merci Amandine. Et voici la deuxième partie, la partie B, on recommence, on redécouvre le détail de l'épreuve et puis on s'entraîne. Hein. Donc après la découverte, la compréhension, l'analyse, hop, on passe à l'entraînement et là vous avez des batteries de sujets, d'exercices, de sujets d'examen, de l'épreuve, pardon. Voilà. La dernière partie de chaque entraînement d'épreuve est l'auto-évaluation. Mais c'est une auto-évaluation très ludique, vous voyez, donc elle est basée sur des petites BD. Et là, il faut juste dire où on se voit par rapport à ce que font les personnages des super-héros du DELF. Donc c'est très ludique, très simple, et surtout, c'est pas punitif. Si on n'a pas encore pas encore acquis une certaine compétence, c'est pas grave. Non, ça permet de voir les points forts et les points à améliorer, simplement. Donc, Voilà. Donc, on verra un peu d'éléments tirés de tout ça, pas seulement de la production écrite, parce que Anne-Marie va nous parler d'autres parties aussi, mais c'est juste pour vous montrer d'où viennent les exemples dont on va parler. Ensuite, nous avons également le site collection que je vais vous montrer parce qu'il est un accès libre et à chaque fois, vous pouvez tirer d'ici tous les contenus qui complètent le manuel de préparation. Si je clique sur A1, l'adresse c'est delf.achetefleu.fr. Vous aurez le diaporama de la rencontre d'aujourd'hui, hein, donc vous aurez également les sites. Là, sur le A1, on trouve tous les audios qui accompagnent les préparations, surtout la compréhension orale, évidemment, toutes les vidéos. Et là, nous avons soit des explications de l'examen, soit des vidéos qui ont été tournées lors de passations réelles d'examen. Et vous voyez qu'il y en a plusieurs. Ensuite, des entraînements avec des examinateurs qui posent les questions, qui attendent et qui font les interlocuteurs pour s'entraîner devant un examinateur. Et puis des documents, les transcriptions évidemment, mais aussi des épreuves blanches complètes. Et enfin, nous avons des activités interactives. Donc là, des activités surtout de découverte de l'examen, du diplôme et des épreuves
sont disponibles également en version interactive. Donc, vous avez le document, observez le document, et ensuite on vous pose des questions. Ça permet justement, là, surtout la partie découverte, de simplifier tout ce qui est collatéral par rapport aux épreuves d'examen. Voilà. Donc voilà, ce site, ça fait partie, c'est un site en accès libre, hein, donc c'est-à-dire c'est du matériel fourni par Hachette, mais qui peut être, tout le monde peut y accéder. Donc par rapport à tout à l'heure quand vous avez répondu, pour ceux qui ont répondu, qui utilisaient du matériel sur Internet, voilà, ça c'est un matériel que fournit Hachette sur Internet. Voilà, très bien. Alors, si l'écran de Anne-Marie fonctionne à nouveau, on peut peut-être donc, est-ce que vous voyez là? Oui. C'est bon? Oui, oui. Ok. Toi aussi? Donc, oui, c'est bon. Là, je vois mon écran. Enfin, je vois mes diapos. À toi la parole. Alors, donc ça, c'était mon sommaire. Donc, je continue. Alors, mon premier point, c'était parler des mots. Et pourquoi? Voilà, donc ça a redisparu. Décidément. Je ne comprends pas pourquoi ça disparaît quand je clique. Est-ce que toi, on peut lui envoyer? Est-ce que j'ai fait... Tu peux me l'envoyer et puis moi, je vais le montrer pendant que tu parles. Ouais, sauf que je ne sais plus comment sortir du... Alors, attends. Ah, on va faire comme ça. c'est compliqué. Je ne sais plus comment sortir du... J'ai plus aucun... Comment on dit? Ora puoi di nuovo... Noi lo vediamo ora, Anne-Marie. Anne-Marie, si tu appuies sur le bouton échapper, là tu as ton écran qui va se réduire et ça te donnera accès au reste peut-être. Ah ouais, mais je l'ai fait plusieurs fois déjà et en fait, il n'y a rien qui se passe. Ah oui, c'est qu'il y a un problème technique. Ouais. Parce que moi, quand je fais ça, ça fonctionne. C'est curieux. Alors, attends, parce que là, je suis là. Mais je sais pas. Là, est-ce que vous le voyez maintenant? Non, on ne voit pas la condivision de l'écran. La condivision, le partage de l'écran. Alors, attends. Je repars. Hop. Voilà, là on le voit, tu as en modalité pas plein écran, là c'est en modalité présentation qui va très bien aussi, si comme ça tu... Bon, je pense qu'il vaut mieux que je reste sur cette présentation comme ça, parce que... Merci à tous pour votre patience pour ce petit problème. Oui, vraiment, oui, mais bon, c'est voilà. toujours un peu... Voilà. Donc, je repars sur mes mots-clés du niveau A1, donc je les ai un peu surlignés, enfin j'ai surligné les éléments qui sont les plus... représentatifs, disons, pour les mieux adaptés à décrire ce niveau 1. Donc on parle, et j'ai extrait donc des descripteurs du niveau 1 qui sont publiés sur le site France Éducation Internationale. Vous pouvez les télécharger, hein, s'il s'agit de 4 ou 5 pages, avec beaucoup de détails. Bon, j'ai extrait les quatre descripteurs relatifs aux quatre compétences générales, qui sont donc la production orale générale, la production écrite, la compréhension générale de l'oral et la compréhension générale de l'écrit. Donc, pour la compréhension orale, la production orale, pardon, on dit que l'utilisateur peut produire des expressions simples isolées, hein, sur les gens et sur les choses. Donc, ce qui est important ici, c'est bien sûr ces deux adjectifs, simple et isolé. Pour ce qui est de la production écrite, on va parler d'expressions et de phrases simples et isolées, comme pour l'oral. Pour un niveau légèrement supérieur, on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus élaboré avec un descripteur qui nous dit que l'utilisateur peut donner des renseignements sur des sujets relatifs à la vie privée, donc à sa vie privée. Il va savoir parler de ce qu'il aime et qu'il n'aime pas, sa famille, les animaux domestiques, le logement, etc., en utilisant des mots ou des expressions simples. Donc, vous voyez que le mot simple revient systématiquement dans les descripteurs. En ce qui concerne la compréhension générale de l'oral, tout à l'heure, quelqu'un avait évoqué justement
la difficulté, le débit, que c'était difficile de comprendre l'interlocuteur, eh bien, normalement, donc pour le niveau A1, on parle, donc la capacité, c'est celle de comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée, et si elle comprend de longues pauses qui permettent d'en assimiler le sens. Donc tous les documents que les élèves devront, les candidats devront écouter lors des épreuves sont des documents qui ont été fabriqués en respectant donc ces indications. Ensuite, donc toujours pour la compréhension générale de l'oral, peut reconnaître une information concrète à propos d'un sujet familier et quotidien, à condition toujours que le débit soit lent et que l'information soit claire. Donc il n'y a jamais de piège, il n'y a jamais de choses qui ne sont pas claires dans les supports fabriqués pour cet examen. Pour la compréhension générale de l'écrit, le candidat sera confronté à des textes très courts et très simples, hein, et il pourra relever donc des noms, des mots familiers et des expressions très élémentaires avec la possibilité de relire si besoin est. Donc ça aussi, c'est important, hein, la nécessité encore à ce niveau de faire des allers-retours entre le texte et les questionnaires. Ensuite, donc, je vais passer à la présentation donc, générale de l'examen. Donc c'est dommage, là j'avais une petite animation, mais tant pis, vous voyez la diapo entièrement. Donc l'examen est partagé en deux parties. Donc les épreuves collectives. Les épreuves collectives, elles ont lieu à un jour précis et à une heure précise, qui est le même dans tous les centres d'examen d'Italie. Hein. C'est un calendrier qui est fixé annuellement par les centres d'examen en accord avec le centre pilote. Ce sont donc des calendriers qui ne sont pas négociables. Et les calendriers, en général, sont publiés sur les sites des différentes alliances françaises, instituts, enfin centres d'examen, donc vous les retrouvez. Donc les épreuves collectives, les élèves, donc ce jour-là, viennent, elles ont toujours lieu l'après-midi, et elles comprennent donc la compréhension de l'oral avec 5 exercices, la compréhension des écrits avec 4 exercices, la production écrite avec 2 exercices. Au total, l'épreuve dure 1h20. Ensuite, il y a l'épreuve individuelle. Donc, l'épreuve individuelle, ça veut dire que là, l'élève a été convoqué un jour précis, à une heure précise. Dans la plupart des cas, c'est le matin du jour ou l'après-midi, ils devront faire les épreuves collectives, mais pas toujours, hein, selon le nombre d'élèves, les calendriers varient. Et pour l'épreuve individuelle, donc l'élève est tout seul dans la classe avec l'examinateur. Son examen sera articulé en 3 parties qui correspondent à 3 tâches. Il dure entre 5 et 7 minutes et avant d'être interrogé, l'élève a 10 minutes de préparation pour préparer la partie 2 et 3. On verra tout à l'heure en quoi consistent ces 2 parties. Pour l'évaluation, donc chaque épreuve est évaluée sur 25 points. Et donc, comme il y a 4 épreuves, on est à un total donc, de 100 points. Voilà. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, depuis 2020, il y a un nouveau format, il y a une grande réforme du DELF qui est arrivée à terme cette année, en 2024. 2024 marque la période c'est la fin de la coexistence des 2 formats. Pendant 2 années et demie, 3 années, on avait la coexistence du vieux format et du nouveau format. Depuis février 2024, qui est la première session en Italie, on n'a plus que des épreuves sur le nouveau format. Donc, qu'est-ce qui change par rapport au vieux format? D'abord, la disparition des crocs. Les crocs, ce sont les questions à réponse ouverte courte, hein, c'est-à-dire on demandait de restituer un mot ou de faire une petite phrase. Donc il n'y a plus de réponse à rédiger maintenant.
Et on a seulement ce qu'on appelle des QCM, des questions à choix multiples. Ces questions, elles peuvent être, ces choix multiples peuvent être proposés soit ou en images, ou elles peuvent être rédigées. Ce sont toujours des QCM à 3 choix. Et ensuite, on peut avoir comme autre type d'exercice des exercices d'appariement, c'est-à-dire il faut relier avec des flèches. Autre nouveauté, pour l'exercice de compréhension orale, on a ajouté un 5e exercice, alors qu'avant on n'en avait que 5. Du coup, on a plus de situations et donc plus de thèmes qui sont abordés donc pendant l'épreuve d'examen. Par contre, attention, les épreuves de production écrite et de production orale, elles ne changent pas, on continue donc sur le format que vous connaissez certainement, ou en tout cas que vous avez pu connaître. Voilà. Donc, je rentre un peu dans le détail pour la compréhension de l'oral. Donc, il y a 2 nouveautés par rapport à cette épreuve. D'abord, il y a l'exercice numéro 4 qui a été modifié. Donc, autrefois, dans le vieux format, l'exercice numéro 4 consistait à devoir associer des images et des situations, mais au lieu on avait 6 images et 5 situations avec un seul intrus. Maintenant, dans le nouveau format, il n'y a plus que 4 situations avec donc 2 intrus. Donc, les élèves doivent associer à chaque situation une image. Ils entendent 4 situations ou dialogues, et ils doivent associer ce dialogue à une des 6 images. Donc, il y aura 2 images qui resteront donc sans association. Et en ce qui concerne ce nouvel exercice qui a été ajouté, sur la copie d'examen, je vous ai mis un exemple ici, il y a 5 images d'objets et les candidats entendent un message oral dans lequel certains de ces objets seront mentionnés. Donc, en dessous de chaque objet représenté, vous voyez, il y a la case oui, non. L'élève devra cocher oui s'il a entendu le nom de cet objet ou bien non s'il n'a pas entendu cet objet. Donc, il est important de dire aux élèves, d'expliquer aux élèves que pour chaque objet, ils doivent cocher une des 2 cases. C'est-à-dire que si, par exemple, ils n'ont pas entendu le mot ballon, il faut qu'ils indiquent la case non. C'est-à-dire que sous chaque objet, je dois avoir une croix. S'ils oublient de mettre la croix, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris, et donc ils n'auront pas le point. L'exercice est noté sur 5 points, avec 1 point par item. En gros, ce qu'on peut dire pour la compréhension de l'oral, c'est que donc pour chaque exercice ou chaque tâche correspond à un objectif. Donc l'exercice numéro 1 a pour objectif identifier un événement. Donc là, il s'agira d'entendre un message sur répondeur et l'élève, le candidat, alors je vais plutôt utiliser le terme candidat parce qu'en DELF, ce sont des candidats, ce ne sont plus des élèves. Et je vous dirai pourquoi je fais la différence. Le candidat doit répondre à plusieurs questions et montrer, donc choisir, cocher les cases qu'il juge donc être les cases correctes, les réponses correctes. Pour l'exercice numéro 2, l'objectif est identifier une activité. Donc là, le candidat entendra, il s'agit d'annonces, d'annonces dans un lieu public ou des infos à la radio. Tout ça sont de toute façon, je rassure ceux qui ont dit tout à l'heure qu'ils trouvaient des difficultés dans la compréhension de l'oral. Ce sont tous des documents fabriqués, donc le débit est lent. Et donc, si les élèves ont le niveau, ils n'ont pas de difficulté, il n'y a pas de problème de vitesse. Il parle trop vite, le locuteur parle trop vite. Non, ça n'arrive pas. Une particularité ici, c'est qu'une des questions portera sur une information chiffrée. De même, pour l'exercice numéro 3,
où ici, il s'agit de comprendre des instructions. Donc, le candidat entend des instructions enregistrées et là, pareil, une des questions portera sur une information chiffrée. L'exercice numéro 4, je l'ai présenté tout à l'heure, donc c'est identifier des situations. Là, ce sont des conversations entre natifs et l'élève devra associer la situation à une image qui est censée donc illustrer cette situation. Et enfin, l'exercice 5, donc, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Je vais passer maintenant à la partie, à l'épreuve de compréhension écrite. Donc, l'épreuve de compréhension écrite, on a gardé le format des 4 exercices, avec toutefois une petite modification sur l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, une des questions portait sur les itinéraires, parce qu'il s'agit ici de s'orienter dans l'espace. Dans le vieux format, on demandait à l'élève, au candidat, de tracer un itinéraire. Donc maintenant, la question qui portera sur l'itinéraire, en fait, elle est présentée de cette façon. C'est-à-dire qu'on propose 3 itinéraires au candidat, et c'est, bien sûr, après avoir lu le document qui est mis à sa disposition, il devra choisir l'itinéraire qui correspond aux instructions qu'il a lues. Donc ça, c'est la seule, disons, modification qui a été apportée dans la partie, dans l'épreuve de compréhension écrite. Comme tout à l'heure, donc chaque exercice correspond à un objectif. Donc, dans l'exercice 1, il s'agit de suivre des instructions simples. Il va lire un courrier personnel, un mail, une invitation, une carte postale. On continue à proposer des cartes postales en DELF, bien même si la carte postale est un peu en voie de disparition, mais on continue quand même à en proposer. L'exercice 2, il s'agit donc de s'orienter, de lire pour s'orienter dans l'espace. Donc, une des questions portera sur les itinéraires. Dans l'exercice numéro 3, il s'agit de lire pour s'orienter dans le temps. Là, l'élève, le candidat, trouvera 5 petits textes, genre petite annonce sur un tableau d'affichage, par exemple, et il devra donc répondre à des questions sur ces annonces. Là, il devra restituer au moins 2 informations chiffrées. Quand je parle d'informations chiffrées, j'entends un horaire, une date, une quantité. Voilà. L'exercice numéro 4, l'objectif, c'est lire pour s'informer. Le candidat a à sa disposition un petit article, un petit texte. Ça peut être un article de presse, ça peut être un programme, le programme d'un événement. Et donc, il devra, en général, cet article ou ce programme est accompagné d'un visuel qui permet donc de souligner le contenu qui accompagne le contenu de l'article. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de grande nouveauté, je vais dire, sur la compréhension des écrits. Pour la production orale, alors, c'était ça qui a beaucoup... j'ai perdu ma... Voilà. Donc voilà, ça c'est un document, ici c'est un document officiel de France Éducation Internationale. En général, il est affiché sur les portes. Si le centre d'examen fonctionne bien et prévoit tout, ce document, les élèves peuvent le retrouver sur les portes. Et donc, il récapitule un petit peu en quoi consiste l'examen. Donc, la durée de l'examen, 5 à 7 minutes, les 10 minutes de préparation pour les 2 parties. Alors, les parties 2 et 3. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'entretien dirigé. Ça dure 1 minute environ. L'élève doit répondre aux questions de l'examinateur sur sa famille, sur ses goûts, sur ses activités, etc., etc. Donc là, il est important de préparer les élèves à répondre à des questions. Ce n'est pas un monologue. L'élève doit attendre que ce soit l'examinateur qui va lui dire « Bonjour, comment tu t'appelles, quel âge tu habites où, etc., etc. » Pour la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'échange d'informations, ça dure à peu près 2 minutes. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'élève aura tiré au sort des petites cartes, en général 6,
et il doit poser à l'examinateur des questions avec les mots qui sont écrits sur les cartes. Donc, attention, ce n'est pas seulement un exercice sur la forme interrogative, même si on attend une certaine variété des structures de la question. Les questions, elles doivent porter sur l'idée ou le thème qui est suggéré par le mot. Ici, on vous donne l'exemple. Si l'élève a eu une carte avec situation de famille, il peut très bien poser la question « Est-ce que vous êtes marié ?» Voilà. Donc ça, c'est une chose aussi à expliquer aux élèves. Bien sûr, il faut qu'il y ait un lien, mais c'est ça qui est intéressant aussi, de voir si l'élève est capable de sortir un petit peu de quelque chose de très schématique, on va dire. Pour la troisième partie, c'est le fameux dialogue simulé ou jeu de rôle. Il dure 2 minutes. Pour cette partie, l'élève tirera au sort deux situations. Il en choisira une et il devra s'informer sur le prix des produits qu'il veut acheter, sur les quantités, il devra demander les quantités et il devra payer avec des photos de pièces de monnaie et de billets. Ce qui est important aussi, et ça vraiment en tant qu'examinatrice, je suis très sensible à ça, il ne faut pas oublier de saluer et d'utiliser les formules de politesse. Alors, ici, donc l'élève doit s'informer pour bien choisir en fonction de ses besoins et établir une relation sociale minimale. La relation sociale, c'est essentiel dans la communication. Donc, il faut savoir dire bonjour, il faut savoir dire merci, s'il vous plaît, etc. Et puis, comme vous le voyez ici, il faut demander le prix, il faut demander une quantité, il faut savoir compter en français. Pour cette partie, vous pouvez tout à fait utiliser le site que Amandine et Nicole vous ont indiqué tout à l'heure, le DELF sur le site delf.fle.fr, où vous avez notamment toutes les activités interactives, où vous trouvez ce type de petite activité où l'élève doit associer. Alors, ça paraît très simple, très banal, etc. Moi, je trouve, comme l'a dit tout à l'heure Nicole, que c'est une façon vraiment de rassurer les élèves et de faire en sorte qu'ils sachent vraiment ce qu'ils doivent faire pendant cet examen. Et donc, de mettre toutes les chances de leur côté. S'ils savent ce qu'ils viennent faire, ce qu'ils doivent faire, ils sont beaucoup plus efficaces. Alors, rentrons dans le détail des 3 parties de la production orale. Donc, l'entretien dirigé, donc répondre à des questions. Là, j'ai mis en rouge, pendant l'examen, ça sont un peu mes observations en tant qu'examinatrice. L'élève ne doit pas répondre avec un seul mot, il doit faire des réponses complètes, donc étoffer un petit peu ses réponses. Là, j'ai mis l'exemple, est-ce que votre frère est étudiant? L'élève va répondre oui, mais il va me donner une indication, il étudie la chimie. Ou bien il étudie à l'université de Pise. Peut-être, bon, on ne connaît pas le mot chimie, mais il peut me dire qu'il étudie à Pise. Enfin voilà, une petite précision pour étoffer la réponse. Donc, ce n'est pas un monologue préparé à l'avance et récité par cœur. Ça, c'est ce qu'on trouve souvent le jour de l'examen, des élèves qui arrivent, qui s'assoient et puis qui commencent. Bonjour, je m'appelle, j'ai mon papa, ma maman, mon frère, mon chat, mon chien. Non, c'est pas du tout un monologue qui a été préparé à l'avance et qui est récité par cœur le jour de l'examen. Il s'agit vraiment, j'ai entouré le mot entretien, donc il faut vraiment que ce soit un question-réponse. Question, je réponds, j'étoffe ma réponse et j'attends la question suivante. Pour la deuxième partie de l'épreuve orale, de la production orale, on a l'échange d'informations. Donc voilà des exemples de cartes avec des mots. Et alors l'élève ne doit pas utiliser le mot obligatoirement, mais il pourra poser une question sur le thème. Là, on vous met d'autres exemples. Ça, c'est extrait du livre du DELF A1. Par exemple, s'il a une carte avec le mot date de naissance, l'expression date de naissance, il pourra poser la question « Vous avez quel âge ?» Attention, ce qui est important, c'est de varier la forme des questions et de bien utiliser l'intonation
pour poser ces questions. Alors, ce n'est pas une interrogatoire, c'est une conversation. J'ai entouré le mot échange. Donc, et là, vraiment, je le souligne, hein, c'est qu'une réaction de l'élève aux réponses de l'examinateur sera appréciée. Par exemple, vous avez le mot sport. Hein. Donc, l'élève demande, est-ce que vous aimez le sport? Et l'examinateur dit, ah, moi, je déteste le sport. Ce qu'on attend en tant qu'examinateur, ce qui est bienvenu et qui donne un peu, qui fait un petit peu la différence, c'est l'élève qui va répondre « Ah, ben moi, j'adore le sport hein. ». C'est-à-dire vraiment qu'il y ait un minimum d'échange, que l'élève envoie un signal qu'il a bien compris la réponse de l'examinateur. Parce que cette partie, elle est préparée. Donc l'élève, il a tous ces petits mots. Il a fait sa liste de questions. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les élèves n'attendent pas la réponse de l'examinateur ou, s'ils ne comprennent pas, font semblant de rien et passent à autre chose. Et ça, c'est un problème. Hein. Voilà. Petit conseil au passage. Pour la troisième partie, donc, qui est le dialogue simulé avec jeu de rôle, j'ai entouré donc, tout ce qui a trait au prix, à la quantité et payé, pour dire qu'il faut vraiment savoir compter en un. Hein, c'est vraiment une des fonctions, une des compétences qu'il faut avoir. Et donc, s'informer et acheter des produits. Donc là, je ne sais pas si ça va marcher du coup, sauf que j'ai peur d'utiliser ça parce qu'après, si je ne peux pas revenir sur mon... Voilà, ça, vous le trouvez sur le site dont on vous a parlé tout à l'heure, à la pharmacie. Alors, il y a toujours une phrase d'introduction, une consigne. Là aussi, c'est extrêmement important de lire la consigne. Il y a des photos d'objets ou de produits, hein, donc relativement parlantes. Hein, donc, l'élève devrait pouvoir connaître le nom de ces produits. Hein. Et ce qui est important, c'est que l'élève doit s'informer sur les produits, pas sur un seul produit, mais demander au moins s'informer sur 2, 3, sinon tous les produits, bien sûr. Donc, souvent, ce qu'on remarque ici au moment de l'examen, c'est que les élèves, l'objectif, c'est de terminer au plus vite cet exercice. Et donc, ils demandent un produit. Parfois, ils indiquent avec le doigt la photo du produit qui les intéresse. Bien sûr, ça va, c'est pas satisfaisant, ce n'est pas suffisant ici comme production. Donc, ce qu'il faut savoir ici pour cette troisième partie, c'est d'abord, c'est l'élève qui doit commencer le dialogue. Hein. Et donc, il va d'abord saluer et il va poser sa première question. Il devra savoir utiliser les formules de politesse, je le disais tout à l'heure. Je voudrais, s'il vous plaît, merci, bonjour, au revoir. Les Français sont très sensibles à ce mode de communication. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que le lexique va varier selon la situation choisie. C'est-à-dire que s'il tire au sort un sujet au magasin de vêtements, bien sûr, il va devoir s'informer sur les tailles, sur les couleurs, sur les motifs. Hein, voilà. Donc là, savoir mobiliser. Et un conseil à donner aux élèves, c'est surtout quand il doit choisir, puisqu'il tire toujours au sort de situations, de bien les regarder et de choisir celle pour laquelle il sait qu'il va avoir le lexique disponible. Hein. Donc ça, c'est important. C'est un des critères qui va les aider à choisir laquelle des deux il va faire. Pour la production écrite, on a parlé donc pour l'exercice 1 de formulaire. Là, j'accélère un petit peu parce que je vois que le temps passe. Donc, les formulaires, les types de formulaires, ça peut être un bon de commande, une fiche d'inscription à un club, à une activité, ou bien un questionnaire sur un blog. Donc, ce qu'on peut voir ici, toujours dans les épreuves qu'on a à disposition sur le site, hein, ce sont des questionnaires de ce type. Vous en avez dans le livre, il y en a sur le site, il y en a beaucoup. Hein, il y a l'hôtel, il y a commandé sur Internet. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est autant de
de supports utiles à préparer, parce que ça paraît être un exercice simple, mais quand même, il y a des petites choses à savoir. D'abord, dans les questionnaires, il y a toujours 10 informations à renseigner. Pour préserver l'anonymat, on ne demande jamais le nom de famille, mais on demandera le prénom. Ensuite, souvent, ce qui apparaît comme information demandée, c'est la date de naissance. C'est souvent l'âge, mais ça peut être la date de naissance. Donc, les élèves doivent savoir comment on présente la date de naissance, donc le jour, le mois et l'année. Ensuite, souvent, les situations sont contextualisées en France ou dans un pays francophone. Donc, si la situation est contextualisée en France, au moment, dans la partie du formulaire où on va demander l'adresse postale du candidat, il doit savoir écrire une adresse postale. Donc, il doit savoir qu'on a d'abord le numéro, le nom de la rue, le code postal et la ville. Une autre information qui est souvent demandée dans les formulaires, c'est l'adresse électronique. Donc, il doit savoir rédiger une adresse électronique, même factice, hein, mais il faut quand même qu'elle soit vraisemblable. De la même façon, le numéro de téléphone. Souvent, maintenant, on demande des numéros de portable. Il faut bien sûr que ce soit un numéro de portable plausible, possible. C'est un élève en numéro de téléphone, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, il perdra le point parce que ce n'est absolument pas un numéro vraisemblable. Voilà. Pour la production écrite, la deuxième partie, le deuxième exercice, donc différentes typologies d'écrits, hein, l'email, le message sur forum, la carte postale, la carte d'invitation. Alors, bien sûr, savoir, hein, selon le texte à rédiger, hein, il faut bien faire attention aux formules de contact et de congé et au registre, l'emploi de tu ou de vous, qu'il faut donc savoir distinguer. Ici, donc, ce qui me paraît important, c'est d'abord d'entraîner les élèves à bien lire les consignes. J'ai perdu. Voilà. Donc, parce que une lecture efficace de la consigne va permettre à l'élève de mobiliser ses connaissances. Donc ici, je vous donne un exemple. Vous écrivez un courriel à votre correspondant francophone, vous présentez votre meilleur ami, garçon ou fille, vous la décrivez et vous dites quelles activités vous faites ensemble. Donc, la première question que je dois me poser, c'est quel type d'écrit je dois produire? Est-ce que c'est un email, une carte postale ou une invitation? Ici, on a courriel, donc ça est vraisemblablement un email. Ensuite, qui est le destinataire de mon écrit? Ici, ça sera le correspondant ou la correspondante française. Est-ce que je m'adresse à mon correspondant en utilisant tu ou vous? Est-ce que je vais utiliser cher plus le prénom ou bien une autre civilité, monsieur, madame, hein? Et quelle salutation je vais utiliser là aussi? Quel est le sujet à traiter? Ici, il faut présenter son meilleur ami ou sa meilleure amie et parler d'activité. Donc, quelles sont les informations que je dois donner pour traiter ce sujet? D'abord, le décrire physiquement et décrire son caractère, donc mobiliser le lexique du physique et du caractère, parler des activités, donc les loisirs, l'école, le sport. Ensuite, on a toujours cette indication de longueur, les 40 mots minimum. Ça veut dire qu'on peut écrire, bien sûr, plus, pas beaucoup plus non plus, hein, parce qu'on risque de faire des fautes. Attention, à moins de 20 mots, la note sera portée à 0. Alors, une chose qui est en phase de préparation, ce qui est important, c'est d'entraîner les élèves à compter les mots. Si j'écris l'école, c'est un seul mot parce que l'espace entre l'article et le nom a été annulé. Si j'écris centre-ville, de la même façon, ça sera un mot parce qu'il y a un tiret. Par contre, si j'écris une école, ça sera 2 mots. Si j'écris parce que, on comptera 2 mots. Et ça, c'est vraiment un exercice important à faire avec les élèves, hein. C'est facile, hein, il suffit de prendre l'habitude. Voilà. Et en général, on demande aux élèves, en fin de production, en bas de la page, d'indiquer le nombre de mots qu'ils ont écrits. Donc, il faut vraiment qu'ils écrivent, qu'ils comptent les mots. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire sur le détail, disons, des épreuves.
Donc maintenant, je vais vous parler de comment sont évalués les élèves et notamment des outils qui sont mis à disposition de l'examinateur. Je vais refaire une tentative en... Est-ce que ça marche? Jusqu'ici, ça marche très bien. Bon, voilà. Alors, je repasse enfin parce que je fais apparaître des éléments au fur et à mesure. Si on a tout sur la page, c'est très compliqué à suivre. Donc, Oui. voilà un exemple de grille d'évaluation. C'est la partie supérieure de la grille d'évaluation qui est bien sûr la plus intéressante pour nous. Alors, la grille d'évaluation, elle est en deux parties. Donc, vous avez il y a deux grandes colonnes. Donc, la colonne à gauche. Pardon, est-ce que je peux te couper juste une Oui, seconde? oui. Juste souligner, jusqu'ici, on a parlé de ce que les élèves rencontrent et voient. Exact. Ils ont accès à tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors Voilà. là, à partir de maintenant, c'est réservé aux examinateurs ou aux enseignants qui préparent les élèves. Voilà. Vous pouvez évidemment partager ces grilles avec vos élèves si la Bien classe sûr. est prête, etc. Mais c'est derrière, enfin, d'autre côté du mur et du bureau. Du mur, exact. Alors, on peut en effet, Nicole a proposé aux élèves la grille d'évaluation. C'est un peu technique, donc je ne sais pas si c'est vraiment pertinent pour des élèves du collège de leur faire voir la grille. Mais je pense que pour un professeur qui prépare ses élèves, c'est important qu'il sache comment on utilise ces grilles. Voilà. Donc ça, c'est pour les examinateurs. C'est plus, voilà, c'est ce que utilisent les examinateurs le jour de l'examen. Et qui peut aider le professeur qui prépare ses élèves à évaluer justement, puisque quelqu'un a dit tout à l'heure le problème d'évaluer les productions, savoir un petit peu comment on peut évaluer. Donc cette grille d'évaluation, elle est en deux parties. À gauche, donc, les critères et à droite, les niveaux de performance. Donc les critères, on a différents critères pour chaque typologie de compétences. Dans cette grille, les compétences ont été regroupées. On a les compétences pragmatiques et sociolinguistiques qui concernent l'entretien. Bon, là, on est sur une grille d'évaluation de la production orale, donc qui concerne les trois parties de la production orale, l'entretien dirigé, l'échange d'informations, le dialogue simulé. On s'interroge, est-ce que l'élève a réalisé la tâche? Et là, donc, on a reporté aussi le temps de chaque épreuve. Donc là, on est sur les compétences pragmatiques et sociolinguistiques. Tout à l'heure, je vais expliquer plus en détail ce que c'est. Et la deuxième grande ligne de la grille, ce sont les compétences linguistiques qui sont donc communes aux trois parties, le lexique, la morphosyntaxe et la phonologie, puisqu'ici on est sur de la production orale. L'autre partie de la grille, c'est donc ce qu'on appelle les niveaux de performance. Donc là, on a trois niveaux de performance. Les deux niveaux qui correspondent au niveau ciblé, qui est ici notre niveau A1. Donc on a le A1+, le A1, et un troisième niveau qui est en dessous du niveau ciblé. Puis on a une quatrième colonne ici, qui est en fait non répondue aux productions production insuffisante, c'est-à-dire que l'élève n'a pas parlé, a dit très peu de choses, pour l'écrit a écrit trop peu pour qu'on puisse évaluer une quelconque compétence. Vous voyez que pour tous ces critères, pour chacun de ces critères, on a des barèmes. Alors, par rapport aux anciennes grilles d'évaluation, les barèmes sont beaucoup plus larges. On part donc de 0 si on est en partie. Donc, on va partir parce qu'en général, ce qu'on recommande aux examinateurs, c'est de partir toujours du niveau maximum. Donc, de 1 et on va vers le bas. Donc, si l'élève a bien montré son lexique, etc., il aura 5, et puis on va de 5, 3, 1, 0. Et donc, vous voyez que pour chaque critère, il y a une uniformisation un petit peu des barèmes. Donc, pour les trois parties, pour les compétences pragmatiques, les barèmes sont les mêmes pour les trois parties. Pour la compétence linguistique, on a 1+,
un peu plus élevé, un barème un peu plus élevé pour le lexique. La morphosyntaxe et la phonologie sont évalués avec le même nombre de mots. Donc, les barèmes sont imposés d'abord, hein, ça c'est important à savoir, et ça garantit un peu plus d'objectivité de la part de l'examinateur et plus d'équité aussi dans l'évaluation. Le deuxième instrument à la disposition des examinateurs, c'est beaucoup plus technique, mais c'est important de savoir que ça existe, parce que sinon, vous ne comprenez pas comment on peut utiliser ces grilles d'évaluation. C'est ce qu'on appelle les descripteurs de performance. Donc là, on est sur une fiche de descripteurs de performance de la production écrite. Donc vous voyez, on reporte les 3 niveaux, A1+, A1 en dessous du niveau ciblé. Et on a donc notre colonne critères avec donc réalisation de la tâche, qui est donc est-ce que l'élève a été capable de comprendre et répondre et respecter la consigne? Est-ce qu'il a accompli l'objectif? Ensuite, on a les compétences de cohérence et cohésion et adéquation linguistique. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure ce sont les compétences de communication. C'est ce que j'appelle donc le pragmatisme. Hein. Le pragmatisme, c'est ce qui a trait donc à l'organisation du discours, c'est-à-dire savoir construire une phrase en français. Donc ça peut partir d'une phrase avec sujet-verbe, sujet-verbe complément, mais ça peut être aussi un peu plus complexe. Et aussi savoir articuler les phrases, utiliser des connecteurs. Alors ça peut être ici, vous la voyez, des connecteurs simples comme et ou mais. Ça peut être des connecteurs un peu plus recherchés comme alors ou parce que. L'important, donc, dans la cohérence et la cohésion, on évalue la logique, hein, qu'il n'y ait pas de rupture de sens dans l'écrit ou dans le discours de l'élève. L'adéquation sociolinguistique, c'est tout ce qui a trait à savoir identifier le destinataire et savoir adapter sa production à la situation de communication. Donc c'est le code social, c'est utiliser le bon vocabulaire, plus ou moins familier, etc., etc. Ensuite, donc, on a le lexique, la morphosyntaxe, qui sont donc nos compétences linguistiques. Alors là, on est sur des descripteurs de la production écrite, donc il n'y a pas la phonologie, je l'ai ajouté ici. Hein. Donc, en lexique, on va évaluer l'étendue du lexique, c'est-à-dire combien de mots connaît le candidat et s'il sait utiliser ces mots à bon escient, ce qu'on appelle la maîtrise. Pour la morphosyntaxe, c'est tout ce qui a trait à la grammaire, donc toutes les structures syntaxiques, les conjugaisons, les phrases simples, les formes grammaticales. Et pour la partie du système phonologique, c'est l'intonation, la prononciation d'abord, l'accentuation dans la phrase et l'intonation. Je vous explique ici en gros comment sont jugés les élèves, sont évalués les élèves. Alors je vous ai dit, on part toujours du niveau le plus élevé, donc le A1+. Un candidat qui se situerait dans cette partie-là de la grille, c'est un candidat qui satisfait pleinement la majorité des éléments du niveau, voire qui est au-delà du niveau attendu. Dans cette colonne ici, qui correspond au niveau A1, c'est un candidat donc, qui satisfait les prérequis minimaux du niveau et qui montre donc une maîtrise, ce qu'on appelle moyenne, mais qui reste quand même dans le niveau ciblé. Ensuite, on passe à ce qu'on a intitulé en dessous du niveau ciblé. Ici, c'est un candidat qui n'est pas en mesure de démontrer les compétences attendues. Sa production reste en deçà du niveau 1. Il a quand même quelques éléments, il a quelques compétences, il connaît quelques mots, il connaît un peu une structure de la phrase, mais disons que ce n'est pas suffisant pour être évalué en niveau A1. Notre dernière colonne ici,
c'est bien sûr la partie non répondue, production insuffisante, donc comme c'est écrit ici, c'est-à-dire que où le candidat n'a pas répondu, où il n'a pas produit suffisamment, donc on n'a pas assez de matière pour appliquer les critères et évaluer sa production. Il nous manque des matériaux. Voilà. Alors ça, c'est bien sûr, c'est un peu, c'est vraiment assez technique. Hein, ça, on s'entraîne beaucoup sur les grilles d'évaluation, mais à mon avis, c'est quand même intéressant de connaître ces grilles. Alors, donc, ma conclusion, voilà un peu mes réflexions pour conclure. D'abord, et comme on l'a dit tout à l'heure, Nicole a insisté quand il a présenté le manuel, hein, donc il est indispensable que les élèves connaissent le format de l'examen, absolument, et la typologie des activités qu'il doit mener à bien. D'abord parce que ça le rassure, il va être très à l'aise hein, quand il va arriver le jour de l'examen. Ça va rassurer l'examinateur. Hein. Un examinateur satisfait est un examinateur qui est positif, donc il va évaluer positivement. Donc il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté quand on est un candidat. Donc n'hésitez pas à utiliser notamment les vidéos qui sont présentes dans le manuel ou sur les sites. Elles rendent vraiment bien compte de la situation de l'examen, de ce qui se passe le jour de l'examen. Pour ce qui est des compréhensions, il faut donc expliquer aux élèves comment fonctionnent les QCM. Un QCM, bon, dans les compréhensions, ce sont des QCM à 3 choix. Il y a donc 3 réponses. Donc il y a 2 distracteurs et une réponse juste. Qu'est-ce que c'est un distracteur? C'est une réponse plausible, mais qui, dans la situation qu'on est en train de traiter, est incontestablement fausse. Donc, c'est important que les élèves sachent faire la différence, enfin, qu'ils comprennent que c'est en lien, les questions sont en lien avec ce qu'ils ont entendu en compréhension orale ou ce qu'ils ont lu. Hein. Ensuite, donc, il est important de les entraîner au repérage des intrus et là, j'insiste à la lecture des consignes pour la production orale et pour la production écrite. Il faut vraiment décortiquer les consignes. À qui je m'adresse? Qu'est-ce que je dois faire? De quoi je dois parler? Alors, on n'évalue pas seulement des contenus linguistiques au DELF. Hein. On évalue aussi la capacité à interagir, à agir ou à communiquer dans un contexte étranger avec des natifs. Et c'est là que je fais bien la différence entre élève et candidat. Hein. Un élève, c'est vous qui avez des élèves, vous les avez dans les classes, vous leur avez enseigné un certain nombre de choses. Il faut que l'élève se transforme en candidat le jour de l'examen, le jour du DELF, et qu'il montre que tous les outils que vous lui avez transmis, il est capable de les utiliser dans un contexte qui est bien sûr une simulation, mais qui se rapproche le plus possible d'un contexte étranger et d'une communication avec un natif. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que pour nous, en DELF, les élèves, ce sont des candidats, ce ne sont pas des élèves. Parfois, les professeurs sont déçus par les résultats, les notes de certains élèves, disant « mais c'est un très bon élève ». Oui, mais si c'est un élève qui n'a pas su, le jour de l'examen, montrer qu'il savait faire, qu'il savait quoi dire, ça sera forcément sa note reflètera donc ce manque. Hein. Et donc, et là j'en reviens au terme d'acteur social qui est privilégié dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Hein, c'est donc valoriser l'être socialement et l'agir en langue. Ça, c'est vraiment la chose essentielle. Donc, je dirais en conclusion qu'un élève bien préparé est un bon, voire un très bon candidat. Donc, on passe de la condition d'élève à la condition de candidat quand on passe le DELF. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition pour y répondre. J'espère ne pas avoir été trop longue.
Non, c'est parfait. C'est parfait. Bon, voilà. J'espère aussi avoir été... Point de ta conclusion, Anne-Marie, crucial ici en Italie. Ce n'est pas un examen de grammaire, le DELF. Oui, parce que souvent, hein, c'est un peu ça. Hein, c'est que bon, on a de très bons élèves en classe, ils connaissent le futur, le passé composé, etc. Mais c'est pas ce qu'on demande hein, en DELF. C'est de savoir utiliser ces outils pour parler du futur, pour parler du passé, pour raconter des choses. Donc ça, c'est ce passage qui est difficile à faire. En fait, c'est un peu l'objectif de l'apprentissage d'une langue. Hein. Eh ben, je dirais que voilà, hein, c'est l'essentiel même de l'apprentissage d'une langue. Hein. Une langue, il faut l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, ça sert à rien. Vous voulez faire du skateboard ou autre chose. Oui, alors je te remercie Anne-Marie. Nous avons quelques remarques, oui, des enseignants qui disent oui, nous sommes d'accord sur l'idée de partager les grilles d'évaluation avec les élèves. Oui, comme l'a dit Anne-Marie, c'est peut-être efficace au secondaire, c'est scolaire secondaire et des secondo grado, Oui. et en les expliquant bien. Et surtout, il faut que nous, en tant qu'enseignants, on soit conscients que les compétences requises sont de types différents et surtout liées à la langue en général et pas qu'à la connaissance de la grammaire. Et oui, c'est ça. Moi, je pense que en collège, c'est un peu difficile d'utiliser ces grilles, enfin de les présenter aux élèves, parce que les élèves, ils n'ont pas conscience vraiment de ce qu'ils font hein, quand ils apprennent une langue. Peut-être plus tard, oui, mais je dirais que d'abord, il faut que l'enseignant soit sûr de savoir les utiliser. Inutile de balancer un document de ce type qui est très technique si vous ne savez pas vous l'expliquer et si vous ne savez pas vous l'utiliser. Vous pouvez tout à fait vous mettre à l'épreuve quand vous avez notamment pour la production écrite, essayez de les utiliser. Bon, après, vous direz, on n'a jamais la certitude qu'on l'a bien utilisé. Donc, les grilles, une chose est essentielle aussi, c'est que les grilles, il faut les utiliser avec les descripteurs de compétences. Si on n'a pas les descripteurs de compétences à côté, on ne peut pas utiliser ces grilles. C'est impossible. Nous, en tant qu'examinateurs correcteurs, on a toujours dans nos paquets de par exemple, quand on corrige les productions écrites, on a toujours dans les paquets les descripteurs de compétences et on fait tout le temps le parallèle. On va toujours relire les descripteurs. C'est jamais acquis complètement. Et ça, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est difficile, c'est technique. C'est important de savoir comment ça se passe. De là à le transmettre aux élèves, franchement, je pense que c'est pas tellement utile. Ça peut les angoisser plutôt qu'autre chose. Par contre, parmi le nombre très important de concepts, d'idées, de suggestions, de mise en garde dont tu nous as parlé, j'ai le premier, moi, au top de la liste, j'ai bien lire les consignes, bien écouter l'examinateur, utiliser les formules de politesse, saluer, etc. Mais j'ai surtout au top rassurer l'examinateur. Ça, c'est pas mal. Bien sûr. On oublie qu'on a des êtres humains en face. Exactement, on n'est pas des machines. Je revendique vraiment ce statut d'examinateur qui parfois est un peu exaspéré, est un peu fatigué, a plein de candidats à examiner dans une matinée où il y a des temps très stricts à respecter. Hein. Donc la passation à l'oral, c'est 5 à 7 minutes. L'examinateur, il a 3 minutes pour mettre la note et ensuite 3 minutes pour mettre la note, appeler le candidat suivant, expliquer au candidat qui vient de rentrer ce qu'il doit faire. Donc, on est vraiment c'est très, 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 très intense. Donc, si l'élève arrive et il sait déjà qu'il doit prendre 6 cartes et qu'il doit tirer au sort de sujet, forcément, l'examinateur sera beaucoup plus relax. Voilà. Voilà. N'oublions pas que nous avons des êtres humains devant nous. Voilà. Eh bien, si d'autres questions n'arrivent pas dans le chat, je dirais merci. Merci à Anne-Marie Diogo. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi et de t'écouter également. Merci. Merci à Fleur, Iman.
Vas-y. Oui, je voulais te rejoindre dans les remerciements, Anne-Marie, pour ce webinaire à la Merci à toi. fois détaillé, développé et très agréable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, un webinaire, n'oublions pas, qui est exclusif pour l'Italie. Hachette-Fleu publie des ouvrages pour le monde Oui. entier, mais nous faisons des webinaires et des ouvrages aussi spécifiques pour l'Italie. Donc voilà. Amandine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, une petite information. On a beaucoup. Alors, je fais le jeu d'Hachette, évidemment, je suis là pour ça, mais non, c'est que on a dans les sondages tout à l'heure, on parlait beaucoup d'écoute. Donc, une chose à savoir, c'est que les écoutes dans nos manuels d'ELF, nos manuels d'ELF sont écrits par des gens qui travaillent à France Éducation Internationale. Donc, ce sont les personnes qui préparent, qui écrivent, qui conçoivent les épreuves officielles du DELF. Donc, tout le matériel Hachette-Fleu est au plus près de l'examen, notamment les écoutes. Voilà. Donc, sur le site Un accès libre que nous avons avec toutes les écoutes ou dans nos livres, dans nos manuels, c'est vraiment des écoutes qui sont calées sur l'examen. Parce que bien souvent, moi je parle avec énormément d'entre vous, des enseignants dans toute la péninsule, et on me dit ma gli audio erano difficili, ho fatto fatica. C'est quelque chose qui n'adviendra pas avec Hachette, étant donné que les audios sont vraiment au plus près de ce que vos élèves écouteront le jour de l'examen. Donc voilà, je tenais à préciser cela. Et je dirais aussi que c'est ce qui souvent ressort à la sortie des examens, les élèves, ils disent c'est souvent une fausse impression. Ils ont l'impression de ne pas avoir su, et puis en fait, ça se passe très bien. C'est vraiment, je crois qu'il y a un stress de la compréhension de l'oral, mais parce que je pense que les élèves ne sont pas suffisamment exposés à l'oral. Alors, je sais que c'est difficile en classe, avec 30 élèves, etc. Mais vraiment, ça, c'est toujours là où le bas blesse. Quel que soit le niveau, à la sortie des examens, on a toujours des professeurs qui nous attendent en disant « Ah, mais les élèves ont dit que c'était très difficile, etc. » Non, non, non. Ce sont des écoutes qui sont calibrées à partir de descripteurs sur des compétences bien définies. Et si les élèves ont des difficultés, il y a un autre problème. C'est un autre problème. Ce n'est pas le problème de l'examen. C'est le problème de la préparation. C'est le problème du stress aussi. Donc, plus on les habitue à entendre, comme on les habitue à faire des exercices de grammaire, et Dieu sait si on en fait, il faut les habituer, que ça devienne banal d'écouter un document oral. Et c'est ça qui manque souvent. Stop, alors, j'arrête. je te transmets les hosannas du chat, Anne-Marie. Diogo, toujours une garantie. Merci beaucoup pour cette. Merci beaucoup. C'est très italien, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On va le mettre en slogan pour les prochains webinaires. Exactement. Diogo, toujours une garantie. Alors, merci à vous tous. Merci à tous. Et qui avez écouté jusqu'au bout. Vous recevrez des emails de la part de la Scuola avec les diapos qu'on a montrés, avec le lien en replay. Vous pouvez répondre à ces emails si vous avez des questions. N'hésitez pas, elles nous seront transmises. Donc, allez-y, on est là et écrivez-nous, nous sommes là pour vous. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.